Bonjour à vous tous. Alors, comme prévu, nous allons faire notre première vidéo autour du parcours Le regard éloigné. Il s'agit donc de la première partie des questions sur le texte 1, Montaigne, extrait des essais, chapitre des cannibales, texte écrit pour les essais entre 1580, enfin publié entre 1580 et 1592. Je ne reprends pas avec vous tous les éléments que je vous ai donnés en introduction, puisque vous les avez par écrit, en particulier en ce qui concerne les différentes éditions des essais. Simplement sur l'étymologie du mot essai, je vous ai indiqué que c'était un terme qui venait du latin, exagium, qui signifie, donc qui vient d'un verbe, qui signifie juger, peser, examiner, donc c'est le fait de juger, peser, examiner. Par conséquent, de peser le pour et le contre par rapport à différents types de questions. Donc Montaigne va mener son travail d'écriture pendant de nombreuses années, bien avant 1580, qui est la date de la première édition. Il s'agit à la fois pour lui de commenter des éléments qui sont d'ordre personnel, autobiographique, que des éléments d'actualité par rapport à ce qu'il vit et ce qu'il connaît à son époque. Et puis par ailleurs, hein, il va aussi commenter ses nombreuses lectures. Il écrit beaucoup à partir de ses lectures des textes antiques qu'il lisait en latin et en grec. Et puis, à partir de tout ça, eh bien, il nous fait part de sa réflexion personnelle. Et il nous fait surtout part de la construction de sa réflexion personnelle. C'est donc une œuvre qui est tout à fait originale, effectivement, puisqu'elle est à la fois argumentative, autobiographique. D'une certaine manière, il fait son portrait, son propre portrait. Et comme il est d'abord son propre lecteur, eh bien, ça lui permet de mener sa réflexion sur lui-même. Et en même temps, dans cette réflexion, finalement, le lecteur peut à la fois le découvrir, mais peut aussi partager sa réflexion. C'est un personnage, Montaigne, extrêmement curieux, extrêmement ouvert, qui appartient à la période de l'humanisme, donc au XVIe siècle, qui est une période très riche, culturellement, artistiquement, intellectuellement, c'est une période d'une très grande effervescence. Et par conséquent, eh bien, il y a évidemment un événement en particulier qui va susciter son intérêt, c'est la découverte du Nouveau Monde, et donc des nouveaux peuples qui y sont découverts dès la fin du XVe siècle. Et il se trouve qu'il a, donc à partir de 1492, hein, on sait que c'est la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, et Montaigne donc manifeste énormément d'intérêt pour ces nouveaux peuples. Par ailleurs, donc dans le chapitre que nous allons étudier des cannibales, il exprime sa pensée sur une peuplade particulière qui a été découverte au Brésil lors d'une expédition qui a été menée d'abord en 1555 par Villogagnon. Ces Indiens qui ont été découverts s'appellent les Tupinambas et ils pratiquaient une anthropophagie rituelle, c'est-à-dire le fait de manger de l'homme, en l'occurrence, mais dans un but qui est un but à caractère rituel, c'est-à-dire en partie religieux, dans l'idée de s'emparer de la force de ceux qu'on a tués, de ceux dont on a été victorieux, pour s'emparer de leur puissance. C'est un des épisodes qu'il va aussi commenter dans Les Cannibales, et c'est surtout cet épisode qui donne évidemment son nom au chapitre. Donc le texte que nous étudions ici, c'est la fin du chapitre des Cannibales, et c'est donc un texte qui fait référence à un épisode particulier qui s'est produit en 1562 en France, à Rouen. En 1562 ont été présentés à Charles IX, qui était roi de France et qui n'avait que 12 ans à ce moment-là, c'était l'époque d'une régence. Donc ont été présentés à Charles IX des Indiens. Montaigne, qui se trouvait sur place, a eu la chance de pouvoir les rencontrer, et il a même pu communiquer avec eux grâce à un homme qui avait séjourné au Brésil et qui avait donc appris leur langue. Par conséquent, Montaigne va avoir la possibilité, avoir la chance d'entrer en communication directe avec eux, ce qui évidemment nourrit son intérêt pour ces peuples. Alors, dans cette vidéo, je vais d'abord lire le texte, revoir avec vous la compréhension littérale du texte à partir des notes que je vous ai données, et puis ensuite on répondra aux deux questions que je vous ai posées. La première question porte donc sur le découpage des différentes parties du texte, et la deuxième question sur la problématique. Donc d'abord la lecture du texte. Trois d'entre eux, ignorant combien coûtera un jour à leur repos et à leur bonheur la connaissance des corruptions de deçà, et que de ce commerce naîtra leur ruine,
comme je présuppose qu'elle soit déjà avancée, bien misérable de s'être laissé piper au désir de la nouvelleté, et avoir quitté la douceur de leur ciel pour venir voir le nôtre, furent à Rouen, du temps que le feu roi Charles IX y était. Le roi parla à eux longtemps. On leur fit voir notre façon, notre pompe, la forme d'une belle ville. Après cela, quelqu'un en demanda à leur avis, et voulut savoir d'eux ce qu'ils y avaient trouvé de plus admirable. Ils répondirent 3 choses, d'où j'ai perdu la 3e et en suis bien Marie. Mais j'en ai encore 2 en mémoire. Ils dirent qu'ils trouvaient en premier lieu, fort étrange, que tant de grands hommes, portant barbe, forts et armés, qui étaient autour du roi, il est vraisemblable qu'ils parlaient des Suisses de sa garde, se soumissent à obéir à un enfant, et qu'on ne choisisse plutôt quelqu'un d'entre eux pour commander. Secondement, ils ont une façon de leur langage telle qu'ils nomment les hommes moitié les uns des autres, qu'ils avaient aperçu qu'il y avait parmi nous des hommes pleins, gorgés de toutes sortes de commodités, et que leur moitié étaient mendiants à leur porte, décharnés de faim et de pauvreté, et trouvaient étrange, comme ces moitiés ici nécessiteuses pouvaient souffrir une telle injustice, qu'ils ne prissent les autres à la gorge, ou missent le feu à leur maison. Je parlais à l'un d'eux fort longtemps, mais j'avais un truchement qui me suivait si mal et qui était si empêché à recevoir mes imaginations par sa bêtise, que je n'en sus tirer guère de plaisir. Sur ce que je lui demandais quel fruit il recevait de la supériorité qu'il avait parmi les siens, car c'était un capitaine, et nos matelots le nommaient roi, il me dit que c'était marcher le premier à la guerre. De combien d'hommes il était suivi, il me montra un espace de lieues pour signifier que c'était autant qu'il en pourrait en un tel espace. Ce pouvait être 4 ou 5 000 hommes. Si, hors la guerre, toute son autorité était expirée. Il dit qu'il lui en restait cela, que quand il visitait les villages qui dépendaient de lui, on lui dressait des sentiers au travers des haies de leur bois, par où il put passer bien à l'aise. Tout cela ne va pas trop mal. Mais quoi? Il ne porte point de haut de choses. Voilà donc pour la lecture du texte. Alors, on va reprendre avec les notes pour la compréhension littérale du texte. Puisque, encore une fois, c'est un texte qui est difficile à comprendre et je veux vraiment que vous m'assurez que vous le compreniez parfaitement. 3 d'entre eux, ce sont donc les 3 Indiens rencontrés par Montaigne. Ignorant combien coûtera un jour à leur repos et à leur bonheur la connaissance des corruptions de Deça, c'est-à-dire la connaissance des corruptions de chez nous, donc de notre monde, et que de ce commerce, donc de cette relation entre les Indiens et les Européens, naîtra leur ruine, donc leur perte, comme je présuppose qu'elle soit déjà avancée, bien misérable, il s'agit toujours des Indiens, de s'être laissé piper au désir de la nouvelleté, donc bien misérable de s'être laissé tromper au désir de la nouveauté, et avoir quitté, c'est-à-dire et d'avoir quitté, la douceur de leur ciel pour venir voir le nôtre, donc d'être partis de chez eux pour venir chez nous, furent à Rouen, du temps que, donc à l'époque où, le feu roi Charles IX y était. Le feu roi, ça veut dire, c'est une expression qui signifie que le roi Charles IX est mort au moment où Montaigne écrit. Il faut savoir que Charles IX est mort en 1574, donc au moment où Montaigne écrit effectivement le texte des cannibales, le roi n'est plus vivant. Le roi parla à eux longtemps, donc il leur parla longtemps. On leur fit voir notre façon, on leur montra notre manière d'être, notre pompe. Alors la pompe, c'est tout ce qui concerne le luxe, le faste, donc la démonstration des choses luxueuses, la forme d'une belle ville, il s'agit de Rouen. Après cela, quelqu'un en demanda leur avis, donc leur demanda leur avis, et voulut savoir d'eux ce qu'ils y avaient trouvé de plus admirable. Ils répondirent 3 choses, d'où j'ai perdu la 3e. On voit bien ici que Montaigne écrit longtemps après que l'anecdote, l'événement s'est produit, si bien qu'il y a des choses effectivement qu'il a oubliées. Et ensuite bien Marie, donc il en est désolé, il aurait aimé pouvoir s'en souvenir. Mais j'en ai encore 2 en mémoire. Donc il nous parle à partir de ces 2 choses dont il se souvient. Ils dirent qu'ils trouvaient en premier lieu fort étrange que tant de grands hommes, donc ce sont les Indiens qui parlent de nos soldats, portant barbe, forts et armés, donc des grands hommes qui sont puissants, qui étaient autour du roi.
On a là, entre parenthèses, une mention de Montaigne. Il est vraisemblable qu'il parlait des Suisses de sa garde. Donc je vous ai mis une note sur les Suisses. Les Suisses, on parle des gardes suisses. C'est tout un régiment d'infanterie qui appartenait effectivement à la Suisse, qui était de nationalité suisse, et qui était au service des cours européennes, de 1616 à 1830. Donc la cour de France fait partie de ces cours européennes, et avait donc pour sa défense des gardes suisses. Donc je reprends après la parenthèse. Donc, il trouvait fort étrange que tant de grands hommes, les soldats en l'occurrence, se soumissent à obéir à un enfant. Donc, se soumissent, c'est bien le verbe se soumettre. Donc, il trouve étonnant qu'ils obéissent à un enfant qui est le roi, et qu'on ne choisisse plutôt quelqu'un d'entre eux pour commander. Il trouve que ça aurait été plus cohérent de choisir un soldat pour les commander. Secondement, donc il s'agit de la deuxième chose dont Montaigne se souvient. Alors de nouveau, on a une parenthèse. Ils ont une façon de leur langage telle qu'ils nomment les hommes moitié les uns des autres. Ça, c'est un commentaire d'ordre linguistique où Montaigne explique comment quelle est la langue des Indiens. Donc il nomme les hommes moitié les uns des autres. Donc, secondement, les Indiens avaient aperçu qu'il y avait parmi nous des hommes pleins, gorgés de toutes sortes de commodités. Donc des hommes qui vivaient avec un certain luxe, avec pas mal de richesses. Les commodités, je vous l'ai mis dans la note, ce sont les biens, les richesses, la fortune. Et que leur moitié, donc les autres hommes, étaient mendiants à leur porte, décharnés de faim et de pauvreté. Donc les Indiens vont remarquer qu'il y a de grosses différences sociales entre les individus, et que certains ont plus que le nécessaire alors que d'autres manquent des moindres choses. Et trouvait étrange, donc, et toujours les Indiens, on a le sujet ici qui est sous-entendu, trouvait étrange, comme ces moitiés ici, donc que ces moitiés, ici nécessiteuses, donc qui étaient dans le besoin, pouvaient souffrir, c'est-à-dire pouvaient supporter une telle injustice, et qu'ils ne prissent les autres à la gorge ou missent le feu à leur maison. Donc en fait, les Indiens étaient surpris que finalement les plus pauvres ne se soulèvent pas, ne se révoltent pas contre les hommes qui étaient riches. Je continue à la ligne 15, je parlais à l'un d'eux fort longtemps, mais j'avais un truchement. Alors un truchement, c'est donc un interprète-traducteur, c'est celui qui a appris la langue des Indiens et qui va permettre à Montaigne d'entrer en communication avec eux. Qui me suivait si mal et qui était si empêché à recevoir mes imaginations par sa bêtise. Donc ici Montaigne juge son traducteur, il nous dit qu'il était si bête en fait qu'il ne réussissait pas à comprendre ses idées, que je n'en pus tirer guère de plaisir. Sur ce que je lui demandais, quel fruit, donc là il reparle de l'Indien, quel fruit il recevait de la supériorité qu'il avait parmi les siens, car c'était un capitaine et nos matelots le nommaient roi. Donc vraisemblablement Montaigne s'adresse à un des Indiens qui est le chef des autres, donc quelqu'un qui est haut placé. Il me dit que c'était marcher le premier à la guerre. Donc le premier avantage de sa supériorité, c'est qu'il va être le premier à aller marcher au combat. Mais du coup, ça veut dire aussi qu'il est le premier à risquer de se faire tuer. De combien d'hommes il était suivi? Il me montra un espace de lieu pour signifier que c'était autant qu'il pourrait en un tel espace. Donc pour expliquer à Montaigne combien d'hommes sont sous son commandement, il va faire un geste qui exprime un espace, et dans cet espace se pouvaient être 4 ou 5 000 hommes. Donc la personne à qui il s'adresse est un commandant d'au moins 4 ou 5 000 hommes, ce qui est considérable. Si hors la guerre, donc en dehors de la guerre, toute son autorité était expirée, donc si en dehors de la guerre il n'avait plus aucune autorité, il dit qu'il lui en restait cela, que quand il visitait les villages qui dépendaient de lui, on lui dressait des sentiers au travers des haies de leur bois par où il put passer bien à l'aise. Donc le dernier avantage qu'il a en dehors du temps de guerre, c'est que quand il va se promener à travers des villages, eh bien on lui fait des chemins pour qu'il puisse passer tranquillement, et donc on lui ouvre des chemins. Enfin, dernière ligne, tout cela ne va pas trop mal, mais quoi, il ne porte point de haut de chausse. Alors, les hauts de chausse, je vous ai mis une petite photographie, c'était un vêtement d'homme qui était caractéristique à l'époque de Montaigne, c'est une espèce de short en fait, on pourrait dire, vêtement qui couvre le corps depuis la taille jusqu'au genou. Alors, ces hauts de chausse pouvaient être plus ou moins longs selon les époques. À l'époque de Montaigne, ils sont assez courts et bouffants, comme vous pouvez le voir, c'est une espèce de vêtement, de short bouffant en fait, qui va se resserrer au niveau de la cuisse. À d'autres époques, ils ont pu être un petit peu plus longs,
et se nouer sous le genou cette fois-ci. Donc les hauts de chausses, c'est un vêtement caractéristique des Européens à l'époque de Montaigne. Voilà pour la compréhension littérale du texte. On va passer à présent aux deux questions que je vous ai posées. Donc la première question, c'est de délimiter les différentes parties du texte et évidemment de justifier votre découpage en indiquant explicitement à quoi correspond chaque partie. Alors voici les différentes parties que je vous propose. Nous avons dans le texte 4 parties. La première partie commence à la ligne 1, à partir de 3 d'entre eux, et va jusqu'à la ligne 5, jusqu'à la forme d'une belle ville. Dans cette première partie, il s'agit d'abord, pour l'auteur, de mettre en place le contexte de son anecdote. Il énonce de qui il s'agit, donc quels sont les différents personnages en place, 3 d'entre eux, et puis le roi Charles IX. Ensuite, il nous explique pourquoi ces Indiens se trouvent là, en France. Donc, il nous dit qu'ils sont partis de chez eux pour venir voir notre ciel, avoir quitté la douceur de leur ciel pour venir voir le nôtre. Il nous donne le lieu, où, par conséquent, en disant à Rouen. Et enfin, il nous donne l'époque, du temps que le feu roi Charles IX y était. Alors, la date n'est pas indiquée précisément, mais c'est un événement historique que l'on peut dater en 1562. Donc, première partie du texte, il explicite le contexte. Qui, pourquoi, où et quand. Ensuite, nous avons une deuxième partie qui commence à la ligne 5 toujours, avec après cela. On voit qu'on a ici un connecteur logique, après. Et cette deuxième partie va jusqu'à la ligne 13, c'est-à-dire jusqu'à la fin du premier paragraphe, où missent le feu à leur maison. Alors cette fois-ci, Montaigne développe ce qui a donné lieu à un échange entre les Indiens et les Français. La discussion a porté sur différents points de la société française et a conduit du coup les Indiens à porter un jugement sur nos mœurs. On voit qu'à l'inverse de ce qui se fait habituellement, Montaigne renverse les points de vue. On est à une époque où il y a eu de très nombreux récits d'expéditions, donc de la part des Européens qui sont allés visiter le Nouveau Monde, qui sont revenus avec des textes très intéressants, où ils ont écrit sur les Indiens, ils ont décrit leurs mœurs, ils ont décrit leur manière de s'habiller, leur manière de vivre. Ici, c'est l'inverse que nous propose Montaigne, c'est-à-dire que ce sont les Indiens qui vont juger les Européens. Évidemment, cette inversion du point de vue intéresse énormément notre auteur. Nous avons une deuxième partie qui commence à la ligne 14, c'est-à-dire à partir de « je parlais à l'un d'eux fort longtemps », et qui va jusqu'à la fin du deuxième paragraphe, donc ça correspond à « par où il put passer bien à l'aise ». Cette deuxième partie correspond cette fois-ci à une discussion privée entre l'auteur, Montaigne, et les Indiens. Cette discussion privée, elle se fait par l'intermédiaire de son truchement, c'est-à-dire de son traducteur secrétaire. Les échanges, contrairement à précédemment, cette fois-ci, sont directs entre l'auteur et les Indiens. Ça va lui permettre d'orienter davantage l'interrogation, ces interrogations et les réponses qui sont données par les Indiens. Enfin, la dernière phrase, qui est toute seule, est une espèce de conclusion un peu ironique de la part de l'auteur. Elle constitue ce qu'on appelle une pointe, c'est-à-dire la fin d'un texte, qui est un peu originale, pour le coup humoristique, et qui en même temps amène une critique. Et cette critique permet de clore le chapitre. Donc nous avons dans cet extrait 4 parties, qui sont de longueur tout à fait inégale. On voit que la dernière partie n'est qu'une simple phrase, alors que les autres parties sont au contraire composées de phrases beaucoup plus complexes et sont plus longues. La problématique, à présent, qu'on pourrait présenter, c'est la suivante, donc je vous la donne. Comment Montaigne utilise-t-il le regard des Indiens pour critiquer la société française de son temps ? On retrouve évidemment une problématique qui est liée à la thématique du regard éloigné, problématique qui est très proche finalement de celle qu'on a déjà utilisée pour les lettres persanes de Montesquieu. Alors quand vous présentez cette problématique, présentez-la avant de présenter les différents mouvements du texte, ce qui vous permet de montrer qu'on répondra à cette problématique en étudiant d'abord un épisode raconté de façon anecdotique, ça correspond à la première partie du texte, de la ligne 1 à la ligne 5.
Durant cet épisode, on voit comment les Indiens ont échangé avec les Français sur la société française. Cela correspond à la deuxième partie du texte. Puis, on analysera dans une troisième partie la manière dont l'auteur s'est particulièrement intéressé au point de vue des Indiens, donc de façon individuelle. Et on verra enfin, dans la dernière partie, qui est la dernière phrase, comment cela l'amène à tirer une conclusion ironique sur cette situation. Voilà, je vous remercie de votre écoute et j'en ai terminé pour cette première vidéo. À bientôt pour la suivante.